rendez-vous de sécurité mensuel, le fameux RPSS. Et vous allez retrouver ensuite le replay ainsi que le deck qui sera partagé dans les services. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? En fait, quand on parle de sécurité applicative, il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu. Si on pense par exemple DevOps, il y a toute la partie sécurité du code, sécurité des pipelines et sécurité de l'application une fois en runtime. Donc, c'est un sujet très large. Aujourd'hui, juste pour préciser sur quoi on va s'intéresser en particulier, c'est comment protéger les applications dans Azure. C'est-à-dire que vous avez développé votre application, vous avez pris en compte éventuellement toutes les bonnes pratiques de sécurité dans la partie développement et déploiement. Mais une fois dans Azure, quel autre service d'Azure vont pouvoir venir vous aider à protéger votre application et faire en sorte que, même si votre application n'est peut-être pas parfaite sur certains aspects au niveau de sécurité, qu'il y ait en tout cas d'autres services qui vont venir faire, on va dire, écran au barrage pour rendre plus compliqué en tout cas le fait de venir exploiter votre application. Et donc, quels sont ces services-là? Donc, pour la partie, tout ce qui est API, on va plutôt parler d'APIM, donc API Management, qui est le service de gestion des API dans Azure. Donc, le service intègre plusieurs éléments de sécurité qui vont vous aider à protéger vos API. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la première partie. Ensuite, on va parler des autres services que vous connaissez peut-être déjà un peu plus. Donc, la partie Azure WAF, qui va protéger les applications contre les attaques applicatives, les requêtes malveillantes. On va parler également de DDoS Protection, contre tout ce qui est attaque volumétrique cette fois-ci. Et puis on va parler d'intégration Key Vault, de comment Key Vault peut vous aider également à sécuriser vos applications. Et éventuellement, si on a le temps, à la fin, on verra quelques exemples d'architecture en annexe. Donc n'hésitez pas à poser vos questions encore dans le chat, mes collègues sont avec moi et pourront y répondre. Donc, déjà, pour commencer, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'IT et dans les environnements IT dans les entreprises. On a des utilisateurs qui ne sont plus uniquement les employés, mais beaucoup d'utilisateurs éventuellement externes, des partenaires, des clients, des bots aussi. On a des devices qui sont de moins en moins managés, mais qui peuvent venir un peu de partout, notamment des devices personnels des utilisateurs et des développeurs. On a des applications, donc aujourd'hui c'est notre sujet qui nous intéresse, des applications qui évoluent et qui deviennent de plus en plus nombreux et diverses et variées. Et donc l'IA sécurisé va devenir de plus en plus un challenge dans le sens où il faut trouver des moyens de protection qui vont marcher pour plusieurs applications diverses et variées qui peuvent être en back-end. Donc on va retrouver également de plus en plus des API qui sont utilisés par les entreprises pour s'intégrer, faciliter notamment les intégrations avec d'autres services. Des périmètres qui s'étendent, et puis une explosion tout simplement du nombre de signaux et de logs à Azure pour savoir ce qui se passe dans son environnement. Et en termes d'environnement de menace, donc il y a un rapport qui est publié régulièrement, donc le fameux CVR 4 minutes. Donc le dernier en date, les derniers chiffres font état, donc je ne vais pas tous les parcourir, mais c'est juste pour vous donner une idée, notamment tout ce qui est attaque de type applicatif, et donc tout ce qui est injection SQL, on en décompte un tous les 2 minutes, et tout ce qui est supply chain attack également, donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà. Donc ces applications-là excitent l'ensemble des assets de l'entreprise, que ce soit des comptes, des identités, ou des applications comment les sécuriser. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va toujours rappeler le Zero Trust, qui est la méthodologie de base, de framework, qui va nous permettre de sécuriser l'ensemble des assets de l'entreprise, y compris les applications. Et donc, vous voyez en droite les applications, les données, les infras, les réseaux. Et le Zero Trust, sans refaire toute la définition, c'est juste comment se dire comment on va pouvoir authentifier et s'assurer que les identités qui essaient d'accéder à ces assets-là et qu'ils font depuis un certain nombre d'endpoints mobiles ou fixes, comment on s'assure qu'ils ont bien le droit d'accéder à ces assets-là et quand bien même ils auraient le droit, comment on s'assure de leur donner uniquement les droits dont ils ont besoin pendant le temps dont ils ont besoin de ces accès-là. Donc c'est toute la notion de Zero Trust
où on va venir vérifier explicitement toutes les demandes d'accès en se basant sur tous les signaux disponibles. On va donner l'accès uniquement nécessaire pendant le temps nécessaire avec le just in time et le just in access. Et puis, on va assumer qu'une brèche peut arriver un jour ou l'autre. Et donc, on va essayer de s'équiper en termes de monitoring, d'analytics, ainsi que de solutions de réponse automatique pour que le jour où cette brèche arrive, qu'on puisse, un, la détecter rapidement et automatiquement si possible, et puis deux, pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Donc, pour la partie application, des applications qu'on va voir, on va commencer par les fonctionnalités de sécurité de l'API Management. Donc, avant déjà de rentrer dans le sujet, c'est quoi l'API Management? Pour ce qui découvre, c'est en fait la solution de Azure qui va vous permettre de déployer toutes vos API, qu'elles soient dans Azure, dans d'autres clouds ou même on-premise. Donc, de pouvoir les développer, les déployer, les rendre disponibles sur un portail de développement où d'autres développeurs vont pouvoir venir consulter pour prendre en main ces applications. Et puis enfin, exposer vos API via une gateway, donc qui va pouvoir être consommée par des clients finaux, des partenaires, d'autres services tiers. Et donc tout ça, ça se fait avec une intégration possible avec d'autres services Azure, hein, donc notamment par exemple Azure AD pour tout ce qui est authentification, les services réseau pour intégrer, protéger toutes ces ressources dans un périmètre réseau prédéfini. Et puis en back-end, ces API-là, ils peuvent aller appeler des services Azure ou des applications qui peuvent être sur du App Service, du AKS, des Azure Functions, on-premise ou même dans d'autres clouds comme je viens de le dire. Donc c'est vraiment un hub principal central qui est très intéressant parce que si on s'assure de sécuriser et de bien configurer cette partie-là, il y a toutes les applications derrière qui vont bénéficier de ce durcissement. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, il permet de gérer toute la cycle de vie d'une API, donc de la partie design de l'application, au développement, à la sécurité. Donc, ça, on va passer un peu plus de temps sur cette section-là. C'est-à-dire comment on va pouvoir venir sécuriser le data management, le data plane, plutôt le management plane, les user planes, toutes les fonctionnalités d'authentification et d'autorisation de l'identité, ainsi que la protection en réseau de ces ressources, et tout ce qui est policies pour venir valider les requêtes et les réponses qui passent par l'API Management. Ensuite, on va pouvoir publier ces API, les faire scaler, les monitorer, les analyser, et ainsi de suite. Donc, nous, sur la partie sécurité, comment on va venir sécuriser cette API-là? Donc, ça va se passer à différents niveaux. D'abord, le data plane, qui permet de consommer les API, donc depuis à gauche les clients finaux, les partenaires, jusqu'à droite les applications cibles. On va également se poser la question de comment sécuriser le management plane, qui est le portail Azure, notamment depuis lequel les providers d'API, donc vos équipes de développement ou d'administration des API vont venir configurer et publier des API. Et puis enfin, comment sécuriser le portail de développement, le développeur portail plutôt, qui est plutôt utilisé par les développeurs pour découvrir ce que vous avez dans votre catalogue d'API. Donc si on s'intéresse à la première partie, donc le management plane, quelles fonctionnalités de sécurité il va falloir mettre en place à ce niveau-là pour s'assurer d'avoir cette protection, cette défense en profondeur. Donc d'abord, ça va commencer par l'authentification. Donc le management plane, comme on a dit tout à l'heure, c'est dans le portail Azure. Donc c'est quand vous allez sur Azure, si je montre ça. Voilà, donc en gros, si vous allez sur Azure et vous avez un service TAPIM, donc là, quand on parle de management plane, on est là et c'est si vous venez créer de nouvelles API, les interconnecter vers le bon backend et faire toute la configuration que vous avez à faire. Et donc, si je reprends ma 13, dans ce management plane-là, d'abord, sa sécurisation va passer par l'authentification de qui a accès au portail Azure, par le airbag de quel rôle vous donnez aux différentes équipes. Donc, peut-être qu'il y a une équipe de dev qui va avoir besoin d'avoir un rôle.
beaucoup plus avancées pour pouvoir modifier les configurations au niveau du management plane, alors que d'autres vont peut-être juste avoir besoin de consulter. Donc airbag, deuxième et troisième élément de sécurité, c'est tout ce qui est audit des logs d'accès notamment. Donc là, c'est plutôt assez classique, hein, c'est ce qu'on va retrouver sur tous les autres services qui sont sur le portail Azure. Quelque chose de plus spécifique que cette fois-ci, c'est le user plane, c'est-à-dire comment on va venir sécuriser le portail, le développeur portal, qui permet de découvrir les API et de tester avant d'utiliser. Donc là, également, d'abord, premier élément, ça va passer également par l'authentification. Ensuite, on va venir faire du airbag pour peut-être que sur son portail son développeur portal, tous les API ne se valent pas, donc on va peut-être faire présenter des API différents à différents groupes d'utilisateurs. Et puis imposer des règles d'onboarding, c'est-à-dire est-ce qu'on exige de l'authentification au début avec du Azure AD, comment est-ce qu'on autorise uniquement les utilisateurs internes à l'organisation ou est-ce qu'on autorise également des utilisateurs externes. Donc s'il y a besoin d'exposer son développeur portal à des utilisateurs externes, on peut le faire via du Azure AD B2B ou du B2C. Et puis avec différentes possibilités de venir configurer le comportement et le niveau d'accès qu'on vous donner sur ce comportement. Et troisième élément, c'est la gateway, donc qui est l'élément central dont on parle de la PIM. Donc la gateway, c'est par là que tous nos applications vont être exposées pour venir être donc appelées par les clients finaux ou les partenaires. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien en remote? Est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, je me rapproche du micro. Alors, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, la sécurité du gateway, qu'est-ce qu'on va se poser comme question ici à ce niveau-là? Donc déjà, avant même de parler du gateway, est-ce qu'on met une brique en amont du gateway pour venir bloquer certaines requêtes suspicieuses et faire de la défense en profondeur? Donc ça va passer par un firewall, notamment un firewall applicatif de WAF, qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, toute la notion de défense en profondeur va prendre son sens, parce qu'on va essayer de venir, dans un premier temps, filtrer tout ce qui est requêtes malveillantes et qui n'a pas de... Voilà, qui n'a qu'une fonction malveillante. Donc, filtrer ça en amont avec le WAF notamment. En deuxième lieu, la gateway, où on va venir authentifier et autoriser les requêtes. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs policies qui sont fournies par APIM qu'on peut venir configurer au niveau de la gateway en inbound, c'est-à-dire pour les requêtes entrantes, ou en outbound pour les réponses. Et on peut également authentifier les utilisateurs via différentes manières. Ça peut passer par du O2, du Connect, ça peut être des API publics, donc sur lesquels il n'y a pas besoin d'authentification. La gateway peut également faire juste passe-plat et on peut faire porter l'authentification individuellement par chaque API, par exemple. Ou alors, on peut venir dire, on décharge, on utilise notre gateway pour justement décharger toutes les API en back-end. Et c'est la gateway qui va venir faire toutes ces checks de sécurité avant de passer les requêtes. Et puis enfin, au niveau back-end, on va venir s'assurer que, peut-être par exemple pour éviter tout ce qui est appel direct, c'est vers les back-end, on va venir essayer de verrouiller cette connexion-là entre la gateway et les back-end pour que éventuellement ils n'acceptent que les requêtes venant de la gateway. Et puis là encore, avec potentiellement du filtrage IP, mais également peut-être de l'authentification mutuelle par certificat. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là de venir sécuriser cette connexion entre la gateway et le backend. Donc APIM intègre plusieurs politiques par défaut qu'on peut venir
déployer assez facilement via le portail pour protéger ces API. Donc, ça va être des politiques de type restriction d'accès. Donc, ils vont venir faire des checks au niveau des headers HTTP, faire des limites au niveau de ce qu'on appelle les limites rate code, au niveau de la fréquence des requêtes pour s'assurer qu'il voilà, n'y a pas d'abus. Faire du filtrage réseau, valider les tokens, valider les tokens de sécurité si on utilise des tokens de sécurité, ou des certificats clients si on fait du MTLS ou des choses comme ça. C'est plutôt rare. Ce qu'on va plutôt utiliser généralement, ça va être des fichiers. Donc des policies également pour la partie authentification, qu'elle soit basique, plutôt pas très recommandée, ou plutôt par Client Certificate to Manage Identity. Des politiques pour tout ce qui est CORS et requêtes interdomaines, et puis des politiques pour venir valider que ce soit le contenu, des tokens, les paramètres des headers ou des réponses. Et donc ces politiques-là, on peut les configurer à différents niveaux, ce qu'on appelle le scope. On peut venir les appliquer au niveau global, donc là en rouge, pour que ça s'applique à tous les produits et à toutes les API. On peut venir l'appliquer au scope produit, c'est-à-dire en produit, ça va être un ensemble d'API. Donc on peut dire pour tel produit, on veut que telle politique s'applique. Pour un autre produit, il y aura d'autres politiques qui vont s'appliquer. On peut venir l'appliquer en bleu pour une API individuelle. Donc peut-être qu'il y a des différences généralement dans ce cas d'une API à l'autre. Et à ce niveau-là, donc on peut venir définir des politiques de manière spécifique au niveau d'une API. Ou alors on peut être encore plus granulaire et l'appliquer une opération. Voilà, donc c'est des politiques qu'on va pouvoir appliquer en entrée ou en sortie. Donc là, c'est pour la partie politique. Ensuite, pour tout ce qui est protection réseau de ces ressources-là, de l'API management, il y a plusieurs configurations possibles. Si nos API ont vocation à être consommées publiquement depuis Internet, bah dans ce cas, on va plutôt avoir une configuration externe de l'API management qui est, donc là, c'est un exemple, je ne dis pas c'est le meilleur, on va voir qu'il y a d'autres exemples encore plus sécurisés. Donc, on peut exposer son API management publiquement. Des gens, d'une part, les administrateurs via le portail Azure puissent venir le configurer, et d'autre part, les utilisateurs finaux qui puissent venir appeler les API. Donc, et être dirigés donc, vers du back-end, des applications qui peuvent être dans Azure, on-premise ou ailleurs. Et on peut, l'API management, on peut le déployer également dans un VNet. Là, on l'a déployé dans un VNet, mais on ouvre l'accès externe depuis Internet. Autre configuration, on le déploie toujours dans un VNet, mais cette fois-ci, on dit que les API ont vocation à être consommées comme interne, donc on bloque l'accès depuis l'extérieur. Et uniquement, le seul accès extérieur possible, c'est celui via l'axe de portail Azure, en fait, qui permet aux administrateurs donc, de se connecter au portail et de manager la ressource. Mais tout ce qui est appel vers les API va plutôt passer par le réseau interne de l'entreprise. Donc, ça peut être des utilisateurs finaux qui sont depuis les locaux de l'entreprise, donc dans le réseau de l'entreprise, donc on-premise, ou qui l'appellent depuis d'autres services qui sont dans la suite. Donc là, c'est une configuration un peu plus sécurisée. Mais voilà, elle ne marche qu'à condition que nos API soient purement internes et qu'il n'ait pas vocation à être consommé public. Si on a plutôt un mix des deux avec des API qui peuvent être consommés en interne, mais également d'autres qui peuvent être consommés en externe. Donc là, on a un schéma encore plus sécurisé où on met en WAF en amont de la PIN. Et donc des utilisateurs externes qui vont pouvoir venir appeler certains API depuis son WAF, depuis Internet en passant par l'application Gateway et son WAF. Des utilisateurs internes qui vont pouvoir venir appeler cette API directement depuis le réseau interne de l'entreprise. Et puis des administrateurs qui, comme d'habitude, ont accès au portail Azure pour gérer la ressource elle-même. Donc c'est un peu plus sécurisé que le premier schéma d'accès externe qu'on a vu tout à l'heure, parce que
dans ce schéma-là, ici, il y a un WAF en plus. Et ça permet donc de faire, avec une seule instance APIM, de pouvoir exposer certains API en interne et d'autres en externe. Et ce qui est intéressant à retenir dans ce schéma, c'est que voilà, donc parfois c'est pas clair, mais ce qui est intéressant à retenir dans ce schéma, c'est que l'application gateway, on le met en amont du WAF, plutôt de l'API. Voilà. C'est parfois une question qui revient, où est-ce que je mets quoi? Bon, assez logiquement, ce qu'on va mettre en premier, ça va plutôt être l'application gateway qui, lui, va jouer son rôle de reverse proxy et qui intègre également le WAF. C'est plutôt lui qu'on va mettre en premier et puis l'API en deuxième. Donc, s'il y a une chose à retenir de toute cette présentation aujourd'hui, c'est peut-être ça. Donc, ensuite, on peut aller plus loin en termes de sécurité. Sa gateway, donc là, on a vu une gateway qui peut être exposée en externe, une gateway purement interne. Mais on peut aller plus loin et décider de hoster soi-même sa gateway, donc de l'héberger soi-même, soit on-premise, soit ailleurs pour une raison quelconque. Voilà. Donc, c'est une possibilité qui existe et notamment, on va pouvoir la déployer sous forme d'un container Docker et qu'on va pouvoir mettre en peu. Bon. Là, c'est un autre exemple de schéma de référence. Donc vous avez le lien pour déployer ce schéma-là. Et là, ce qui revient, on retrouve un peu le schéma tout à l'heure. On va avoir en entrée une application gateway avec son WAF qui, lui, va être exposé sur Internet et filtrer tout ce qui est attaque malveillante. Et on va pouvoir avoir différents niveaux d'exposition en jouant sur les listeners de l'application gateway. Donc, on va pouvoir exposer d'une part certains API qui vont être publics et peut-être d'autre part d'autres API qui resteront internes et qui ne seront pas exposés par l'application gateway. Et donc, après l'application gateway, on a la PIM. Et puis en back-end, on va retrouver différents types de services. Là, dans cet exemple, de l'App Service Environment, donc des App Services et du AKS, qui peuvent ou pas aller consommer d'autres ressources Azure en interne. Là, par exemple, dans cet exemple du SQL, et ça peut être également du stockage ou d'autres ressources. Donc, c'était pour la partie APIM, c'était les principaux éléments que je voulais partager. Donc, là, on va regarder, s'intéresser un peu plus au WAF. Donc, comme on a dit, le WAF, c'est la grille qui va vous permettre de protéger contre les attaques applicatives. Donc, il intègre plusieurs fonctionnalités de filtrage géographique, de restriction en fonction de l'IP ou en fonction des paramètres HTTP, mais également de restriction en fonction de la taille de la requête. On va pouvoir venir soit le positionner au niveau d'un front door, donc pour les services globaux, ou au niveau régional pour une application gateway. Donc il va venir filtrer les requêtes entrantes, appliquer ce qu'on appelle des règles custom qu'on peut définir soi-même, ou des règles basées sur le VASP Totem, ou également les règles qui vont venir filtrer les bots. Et donc, ça va protéger donc, en back-end tout un tas de services Azure, dont la PIM dont on vient de voir tout à l'heure. Et ensuite, ça va générer des logs qui vont permettre de venir monitorer ce qui se passe, voir les métriques et même aller plus loin avec une intégration Sentinel pour faire justement de la détection automatique et de la réponse automatique en fonction de ce que le WAF en montre. Donc on peut l'intégrer soit au niveau du front door pour les services globaux et donc on va venir mettre le front door en amont de nos services applicatifs et appliquer également une protection, un filtrage réseau pour que l'entrée ne se passe que depuis le front door. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis la réponse, elle peut aller directement au plus près de la plan. On peut également l'intégrer au niveau de l'application gateway. L'application gateway qui est un reverse proxy niveau 7 et qui va vous permettre de configurer des listeners et de gérer en gros votre trafic entrant comme vous le souhaitez. Et en partie, qui va venir également filtrer les requêtes avec les règles qui seront configurées dans le WAF.
Donc, le WAF, on peut l'appliquer soit au niveau global de l'application gateway, donc il va s'appliquer à tous les listeners, à toutes les requêtes entrantes. On peut l'appliquer par site, par listener, ou de manière beaucoup plus précise par URI, donc par chemin d'accès. Donc, on peut avoir soit un WAF pour toute l'application gateway, soit plusieurs WAF avec des profils différents selon les listeners qu'on expose derrière l'application gateway. Donc là, c'est quelques captures d'écran pour voir comment créer le WAF. On va passer rapidement et je pourrais vous montrer sur le portail rapidement. Et puis, on peut créer soit des règles custom, soit et puis l'associer à l'application gateway ou à un listener. Ensuite, les logs du WAF sont très importants, donc ne pas oublier de configurer les diagnostic settings pour récupérer ces logs-là et voir ce qui se passe ensuite au niveau de ces logs. Et on peut aller encore plus loin et mettre ces logs dans Sentinel. Une fois qu'on les met dans Sentinel, il y a des playbooks de règles dans Sentinel qui vont permettre de déclencher des incidents. Par exemple, quand on monte une tentative, je sais pas, d'attaque d'injection SQL par exemple, on peut avoir un incident automatique dans Sentinel et avoir même une réponse automatique qui va aller bloquer, par exemple, l'IP qui a tenté de faire cette injection. Donc le WAF, lui, de base, sa fonction, c'est de bloquer les requêtes applicatives, donc il va bloquer la tentative d'injection SQL, mais il bloque cette requête-là individuellement. Avec Sentinel, vous pouvez aller plus loin et dire ok, j'ai vu tel IP qui a tenté plusieurs tentatives d'injection, je vais aller plus loin et bloquer cet IP au niveau de mon firewall global. Voilà. Donc, autre service de protection des applications, tout ce qui est DDoS protection, donc contre les attaques volumétriques ou protocolaires, le niveau 3 ou 4. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une fonctionnalité donc, qui est sous deux sous. Donc, il y a la partie basique qui couvre de base et par défaut l'ensemble des services ou des ressources qui sont en Azure. Et donc, ça, vous en bénéficiez, vos applications en bénéficient naturellement sans configuration supplémentaire. Et puis, il y a le DDoS Protection standard qu'on peut venir configurer au niveau de son VNet ou au niveau du IP public et qui va protéger de manière beaucoup plus spécifique l'ensemble des ressources qui sont dans ce VNet-là. Donc ça va passer par du monitoring permanent du trafic et de la télémétrie et des alertes qui vont être remontées. Et surtout, si éventuellement, même si l'attaque des DDoS a été bloquée, s'il y a eu une surfacturation ou un scaling qui avait commencé, vous allez pouvoir être protégé contre cette surfacturation-là. Et puis, ça donne accès à une équipe de réponse rapide pour quand il y a des incidents. Donc, comment ça marche? Ça va, en fait, c'est comme sur le petit schéma-là, je pense qu'il y en a un autre un peu plus visible. Donc, il va venir filtrer tout ce qui est attaque entrante. Et au-delà d'un certain seuil, il va considérer que c'est une attaque volumétrique et il va bloquer tout ce qui va au-delà de ce seuil-là. Donc, comment il fait ça? Il fait ça en faisant déjà un apprentissage sur le profil de votre application, sur qu'est-ce qui est une volumétrie normale de requête, ce que vous recevez en entrée. Et puis, à partir de là, il va définir c'est quoi la baseline pour cette application et définir ce seuil et pouvoir réagir quand il est dépassé. Donc, pour le déploiement, on crée un DDoS Protection standard plan. Ensuite, on l'attache à son VNet et puis on peut activer les logs pour voir. Donc, on peut l'activer soit au niveau du réseau pour l'ensemble des ressources, soit au niveau du IP public. Et donc, dans ce cas-là, il y a quelques fonctionnalités en moins que dans les DDoS Protection standard appliqués au réseau. Mais ça peut permettre voilà, de bénéficier avec un coût beaucoup plus faible de cette fonctionnalité de protection des DDoS. Si notamment on est une petite entreprise avec seulement quelques IP, une IP publique peut-être qui est importante pour nous au niveau de production, on peut venir la protéger individuellement et ne pas protéger l'ensemble des autres ressources dans la. Je regarde un peu l'ordre. Alors, les derniers services que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le Kibot,
qui va également jouer un rôle important dans tout ce qui est challenge de sécurité qu'on peut rencontrer au niveau applicatif. Donc, quels sont ces challenges justement? Si on prend l'exemple d'architecture d'une application classique, on va avoir par exemple un web tiers avec certains services au milieu, et puis enfin un accès soit de la donnée, soit vers d'autres services, d'autres API, etc. Et donc à chaque niveau, à chaque tiers de ce schéma-là, on va généralement avoir des informations sensibles à gérer. Ça peut être le certificat pour la partie web, ça peut être des clés de chiffrement ou des secrets pour le middle, ou des secrets pour accéder à une base de données par exemple, ou une clé d'API pour appeler une autre API. Donc ces challenges-là, Keyvault vient justement les adresser en permettant de mettre tous ces types de secrets, de stocker tous ces types de secrets de manière sécurisée et de venir les appeler depuis donc, son application pour les consommer. Donc concrètement, comment ça va se passer? On va avoir quelques exemples. Donc ça s'intègre très bien à la fois avec les applications IaaS qui peuvent tourner sur des VM, également avec des applications PaaS ou SaaS. Et on peut aller plus loin en important des clés HSM qu'on a en premise. Alors concrètement, comment ça va se passer? On va avoir par exemple un responsable de la sécurité ou un SecOps qui lui gère les clés. Donc c'est lui qui va être chargé de créer un key vault, d'y rajouter des secrets, des clés, de gérer tout ce qui est permission pour accéder à ces key vaults, quelle application peut les consommer ou quelle équipe, et puis de gérer toute la partie d'activer tout ce qui est login. Ensuite, le développeur, donc il n'a plus besoin de stresser par rapport à tout ce qui est gestion des secrets. Donc lui, il va juste récupérer l'URL ou l'URI qui lui est fournie pour aller récupérer le secret et intégrer cette URI dans son application pour venir consommer ces secrets. Et puis enfin, on va avoir les équipes d'auditeurs qui seront chargées de voir les logs d'accès, les logs d'usage et faire leur travail de sécurité et de gestion de tout ce qui est conformité. Donc, on peut voir quelques exemples de comment concrètement ça peut se passer dans le développement d'une application. Donc, en phase de développement, on suppose que le développeur, donc, il est tout seul parce que c'est le début du projet et que voilà, il joue un peu tous les rôles. Donc, il peut venir créer son key vault de développement, autoriser son application, son compte, peut-être les comptes de ses collègues éventuellement, créer ses secrets et ses clés lui-même, déployer son application, configurer son application pour qu'elle vienne récupérer l'URI du secret. Et puis après, l'application, elle, une fois qu'elle a les bons droits, elle va pouvoir aller en runtime chercher le secret dont elle a besoin directement dans le cloud. Donc ça, c'est un premier exemple en phase de dev. Supposons la même application passe en prod. Donc là, on commence à avoir un peu de gouvernance, par exemple, dans l'organisation. C'est peut-être une équipe spécialisée, SecOps ou autre, qui va être chargée de créer les key vaults, de gérer les autorisations d'accès à ces key vaults-là, de créer les clés, les secrets, de gérer toute la partie ségrégation d'accès et donc la gestion de ces secrets-là. Et le développeur, cette fois-ci, en fait, il va juste récupérer l'URI du secret au niveau de l'équipe SecOps. Donc, il déploie son application, il intègre cette URL-là dans l'application. Donc, lui, jusque-là, il ne manipule aucun secret, il va mettre juste l'URI qu'on lui a donné. Et puis, en runtime, l'application va venir récupérer le secret dont il veut et faire ce qu'il a. Donc, pas de changement dans le code applicatif, c'est très important parce que si on reprend par rapport à l'exemple tout à l'heure, là, ce qui a changé, c'est juste l'URL ou l'URI du secret. En développement, il avait généré son propre key vault et mis son propre URI. En production, il va plutôt juste récupérer l'URI des équipes habilitées et le remplacer au niveau de son application. Donc si l'application, maintenant qu'elle est en prod, en plus elle évolue, elle scale, voilà, au niveau du key vault, il y a ce scaling qui est également intégré.
Donc, pas de changement au niveau du code applicatif, au niveau des URI, le scaling est automatique. Et dans le cas d'une application multi-tenant, on va pouvoir également avoir la possibilité cette fois-ci de venir ségréger les key vaults pour chaque tenant et mettre les secrets à des endroits différents. Toujours avec l'équipe SecOps qui gère, soit une équipe SecOps centralisée qui gère les différents key vaults et les différents tenants, soit chaque tenant qui va être autonome pour gérer ses propres secrets. Et donc, à ce niveau-là, l'application, lui, en runtime, il va appeler le keyboard qui va venir pour récupérer le secret, en tout cas faire l'opération qu'il a à faire, mais ni le développeur, ni en runtime, le secret n'est pas en clair. Et donc, voilà, donc chaque owner ou chaque tenant va pouvoir gérer éventuellement ses clés tout seul s'il le souhaite, ou le faire gérer par une équipe centrale. Et donc, les bénéfices en termes d'authentification et d'autorisation d'utilisation de Keyvolt pour gérer les secrets applicatifs. Donc, l'authentification va se faire avec Azure AD, SSO, pas de nouveau type de compte à gérer. Et les organisations vont pouvoir venir gérer le cycle de vie de ces secrets, des Keyvolt, en les révoquant si besoin, en les changeant, en faisant une rotation s'il y a par exemple des exigences réglementaires dans ce sens. Et quand quelqu'un part, il perd automatiquement accès au secret, il ne peut pas partir avec parce que c'était sur son pôle local ou des choses comme ça. Il part, il n'est plus dans l'Active Directory, dans l'Azure AD de l'organisation, il perd accès au secret. Et puis toute la partie autorisation se fait soit via ce qu'on appelle les access policies ou via du RBAC. Donc il y a ces deux possibilités-là. Et on va pouvoir venir être assez granulaire dans les autorisations qu'on va donner à la fois aux personnes ou également aux applications. Et puis enfin, une équipe, s'il y a une équipe d'audit, des audits réguliers qui sont faits, ils vont pouvoir le faire de manière autonome à partir des logs texte. Donc là, je vous ai mis les différents types de Keyvolt qui existent, les différents tiers. Juste pour savoir, on part du tiers standard multi-tenant protégé par du software jusqu'à des types un peu plus avancés single tenant basés sur le matériel et que l'organisation peut gérer lui-même, donc ne pas déléguer la partie management à Azure, mais être un peu plus autonome sur la partie management, plutôt pour des use cases très sensibles. Donc, plus on avance sur ce schéma-là, plus il va y avoir un effort d'administration à faire du côté du client. Donc, plutôt pour des use cases très spécifiques qu'il demande, donc avec des niveaux de compliance ou de certification différents selon les types de keynote. Donc, ça, c'est juste pour information. Et puis enfin, pour expliquer un peu plus en détail comment ça marche le process de chiffrement avec les clés qui sont dans Keyvolt. Donc en fait, ce qu'on va retrouver ici, c'est un workload, donc pour n'importe quel workload dans lequel on va chiffrer les données. Donc il faut savoir que par défaut, il y a des choses qui existent. Donc par défaut, chaque workload va avoir une clé de chiffrement local symétrique qui, dans tous les cas, va chiffrer les données de ce workload et qui ne quitte jamais donc, le workload. Ensuite, ce qu'on peut venir configurer quand on parle de chiffrement de données, ce qu'on configure généralement, c'est une key encryption key, c'est-à-dire c'est une clé qui va venir chiffrer cette première clé symétrique. Donc cette key encryption key ou master encryption key, ça va être donc une clé asymétrique qui va être utilisée pour chiffrer non pas les données de base, mais qui va être utilisée pour chiffrer la clé symétrique et qui elle est utilisée pour chiffrer les données. Et donc c'est au niveau de cette key encryption key qu'on a généralement le choix de dire est-ce que moi je veux que j'ai délégué tout ça à Microsoft ou est-ce que je veux le faire moi-même avec mes propres clés.
Et donc, selon le choix qu'on fait, cette key encryption key, elle va provenir d'un key vault managé par Microsoft, dans lequel on va avoir l'autre clé, on va appeler Service Managed Key ou Microsoft Managed Key ou Platform Managed Key, donc qui va être utilisé comme key encryption key, ou on veut utiliser sa propre clé. Donc quand on parle de Bring Your Own Key ou de Customer Managed Key, on va être dans ce scénario-là. Et donc on peut créer sa propre clé dans son key vault, un key vault soit un key vault Milestone qu'on a vu tout à l'heure, ou un key vault single tenant, voire même un HSM à n'importe quel. Et donc on va pouvoir venir utiliser sa propre clé en tant que key encryption key qui va c'est-à-dire chiffrer la clé de chiffrement symétrique qui elle chiffre les données. Et pour faire le déchiffrement, c'est exactement le process inverse. Donc, donc là, c'est mon schéma global pour voir en fait une big picture de l'ensemble des possibilités qui existent. Donc, ce qu'on va retrouver, en entrée l'OAuth global qui va être déployé par exemple sur du front door avec plusieurs possibilités. Donc, soit d'utiliser ça si on a des services globaux, soit d'utiliser plutôt l'OAuth régional qui va être sur l'application gateway pour des services régionaux. Ensuite, on va retrouver Azure DDoS Protection qu'on va pouvoir activer soit au niveau du VNet ou au niveau d'une IP publique spécifique et qui vont venir protéger donc à la fois l'OAuth et DDoS Protection qui vont pouvoir venir protéger les requêtes entrantes dans votre environnement. Ensuite, dans ce VNet-là, on peut créer d'autres services comme le Azure Firewall pour venir filtrer tout ce qui est communication inter-VNet. Donc là, c'est un exemple d'architecture, ce qu'on appelle OpenSPOC. Et donc, dans les autres VNet connectés, qui sont les SPOC, on va avoir plusieurs types de possibilités là encore. Soit on héberge des services IaaS ou PaaS. Et donc, par exemple, si on est sur l'IaaS, on va pouvoir venir déployer des MSJ pour définir des règles de communication entre les services. Et pour l'accès à tout ce qui est service PaaS, on peut déployer ce qu'on appelle des services endpoints qui vont venir faire en sorte que ces services PaaS-là filtrent et autorisent uniquement les requêtes venant de votre VNet. Donc ça, c'est une possibilité, mais le service PaaS, il reste exposé publiquement, donc la notion de public PaaS. Si on veut plutôt l'exposer de manière privée, on va plutôt, donc là, on va retrouver la même chose, à la différence que, à la place du service endpoint, on utilise un private link, qui va faire en sorte que le service PaaS ne sera pas exposé publiquement, il sera dédié et avec pas de réseau, un private endpoint déployé dans votre VNet, et donc il ne pourra être appelé que depuis votre VNet. Donc c'était la fin de cette présentation. J'ai mis en annexe quelques exemples d'architecture pour en parler ou s'il y a des questions là-dessus. Je regardais le chat parce que je ne vois pas en parallèle. J'ai des interrogations par rapport à tout ce qu'on